Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors Monsieur Montebourg en est réduit à faire des moulinets puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. Ici, vous avez une carte. Une carte de France, c'est l'industrie en 1968. Avec donc, à chaque fois que c'est marron, c'est plus que orange, c'est plus de 50% des salariés français qui travaillent dans le domaine de l'industrie. Alors ça, c'est en 1968, c'est une carte qui est tirée du livre Le mystère français d'Hervé Lebras et Emmanuel Todd, publié en 2013. Ça, c'est l'industrie française en 1968. Et 40 ans après, c'est l'industrie française en 2008. Vous voyez que nous allons vers la fin de l'industrie. Alors certains pourront dire, et ils auront raison, qu'il faut un petit peu nuancer cette carte en faisant remarquer qu'il y a depuis 40 ans, au cours des 40 années, c'est en 2008, 2017, c'est bien pire encore. Ils feront remarquer qu'il y a des professions nouvelles, notamment dans l'informatique, qui se sont développées, que le secteur tertiaire s'est beaucoup développé, qu'il y a de la robotisation qui est arrivée. Ils feront remarquer qu'il y a du secteur quaternaire, paraît-il, avec les activités virtuelles, les jeux vidéo et autres. Ils n'auront pas tort. Ils n'auront pas totalement raison non plus, parce que la réalité, c'est qu'en fait, la France a perdu une usine, à peu près par jour ouvrable, depuis 15 ans. Qu'on a perdu pratiquement 40% de l'emploi manufacturier en France. Et qu'est-ce qui fait que la France est un pays riche? Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche? C'est pas donné de toute éternité qu'un pays soit riche. Comment font les autres? Ceux qui gagnent, comment font la Chine? Comment font la Thaïlande? Ils font comment, eux? Eh bien, tout simplement, ils ont des ouvertures sur l'étranger qui sont asymétriques. On a appris il y a quelques jours qu'un Chinois, par exemple, vient d'acheter le château de Gevrey-Chambertin. Et figurez-vous que si nous voulions acheter, nous, un vignoble en Chine, il y en a, ou bien tout simplement un jardin de thé, nous ne le pourrions pas. Ce serait interdit. Lorsque, par exemple, les Chinois ont voulu acheter Unocal, qui était une entreprise de pétrolière en Californie, les États-Unis, le gouvernement de Washington, il a mis au panier toutes les théories ultralibérales, il a dit non. Voilà, c'était le fait du prince. Lorsque Dubai Port Authority a voulu racheter 7 ports aux États-Unis, le gouvernement américain a dit non. Voilà, seulement nous, si par exemple en ce moment Qatar fait ses achats en France, l'Émirat de Qatar, mais si nous voulons acheter des terres dans l'Émirat de Qatar, nous ne le pourrions pas. Alors tout ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie et que les pays qui gagnent ne sont pas dans les mêmes, n'ont pas accepté les mêmes conditions de concurrence totalement déloyale dans laquelle sont plongés les pays de l'Europe du fait des traités européens et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Actuellement, l'évasion fiscale, elle est essentiellement favorisée par justement l'Union européenne. Derrière l'évasion fiscale, il y a d'ailleurs plusieurs réalités qui se cachent. Il y a la fraude fiscale pure et simple, là où il y a des gens qui font des actes délictueux, comme par exemple sortir de façon illégale des sommes qui ne sont pas déclarées en France. Et puis il y a l'évasion fiscale légale qui consiste à transférer des mouvements de capitaux au vu et au su de tout le monde. Et ça, c'est rendu possible par les traités européens, notamment un article dont j'ai souvent parlé, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Actuellement, on constate quoi? J'avais déjà eu l'occasion d'en parler, je crois, mais c'est toujours intéressant d'y revenir. Ça a été quoi le fameux scandale LuxLeaks, les fuites sur le Luxembourg? Eh bien, il a été porté à l'attention du public voici 2 ou 3 ans, que le Premier ministre du Luxembourg de l'époque, qui se trouvait être Jean-Claude Juncker, actuellement président de la Commission européenne à Bruxelles, que Jean-Claude Juncker avait fait adopter par son gouvernement dans le Grand-Duché du Luxembourg, avait fait adopter une législation extrêmement favorable
aux entreprises, de telle sorte que des très grandes entreprises internationales, multinationales, pouvaient transférer des capitaux ou, par un jeu d'écriture comptable, faire apparaître des bénéfices très importants au Luxembourg et quasiment des pertes, par exemple en France. Les pertes ne sont pas taxées, donc il n'y avait pas d'impôt à acquitter. En revanche, les impôts, les bénéfices apparaissaient fictivement ou en partie fictivement dans la filiale luxembourgeoise, sauf que justement au Luxembourg, la taxation des profits des entreprises était extrêmement faible. C'est ça en fait l'évasion fiscale. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, eh bien nous pourrons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux et beaucoup mieux lutter contre cette évasion fiscale. Je rappelle que s'il n'y avait pas d'évasion fiscale en France, on pourrait à peu près avoir un équilibre budgétaire. C'est la raison pour laquelle la lutte contre l'évasion fiscale et une bien meilleure surveillance des contrôles des mouvements de capitaux sera capitale, c'est le cas de le dire, pour rétablir les équilibres budgétaires de la France qui en ont bien besoin.